Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bonjour et bienvenue au déjeuner de presse organisé par All Action, une agence de management et de business sport. Monsieur Alassane Sako, directeur général d'All Action, et Iliman Ndao, fondateur de la plateforme Le meilleur jour du monde, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu favorablement à leur invitation à ce déjeuner de presse. Ils ont jugé vraiment nécessaire d'organiser ce déjeuner de presse avec les bons journalistes sportifs que vous êtes pour franchir avec vous la première étape qui nous mène vers la grande soirée du football mondial. Une soirée exceptionnelle en compagnie de grandes personnalités du monde du sport. J'allais dire même du monde du football. Une soirée qui aura lieu le 20 septembre prochain au cinéma Pathé à partir de 19h. Au programme, nous aurons dans la première partie une conférence de presse. Autrement dit, vous allez devoir interagir avec monsieur Iliman Ndao pour poser vos questions. Dans la deuxième partie, il y aura un copieux déjeuner offert par All Action. Donc, très rapidement, on va commencer par la conférence de presse. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner la parole à monsieur Alassane Sako, qui vient ici, au niveau du Présidium, pour prononcer un mot de bienvenue et nous parler aussi de All Action. Je me présente, je suis Alassane Sako, donc DG de All Action. Mais juste une précision avant de poursuivre donc, ce déjeuner de presse. En fait, ce n'est pas All Action qui organise, c'est la plateforme Le meilleur joueur du monde aujourd'hui qui organise ce déjeuner. Où je suis en association avec M. Iliman Ndao en tant que coproducteur pour aujourd'hui lancer et développer cette plateforme. Ça, c'était une précision que je tenais à apporter dans un premier temps. Bon, maintenant, ensuite, je souhaite déjà la bienvenue à tous nos confrères, tous nos consoeurs donc, qui sont ici présents. Donc, et je vous remercie déjà par rapport à votre disponibilité d'avoir accepté de nous rejoindre donc, pour partager avec nous ces moments, et échanger, donc, discuter, poser des questions, discuter autour du football. Et parce qu'on s'est dit, quand on s'est engagé dans ce projet, on a vu un jeune Sénégalais, entrepreneur, donc, qui a voulu quand même lancer une plateforme de football mondial. Donc, très ambitieux. Donc, on s'est dit que l'Afrique a sa place dans le football et dans l'échiquier mondial. Moi, tout de suite, quand on m'a donné les motivations et le projet, je me suis engagé en tant que jeune entrepreneur, donc sénégalais, pour accompagner ce projet. Voilà, Iliman, déjà, je te félicite par rapport à cette initiative et aussi cette confiance pour m'associer à ce projet. Voilà, bon, sur notre casquette, je suis connu aussi plus au Sénégal en tant que directeur général et PDG de Kalimo Consulting Group, qui est une société de promotion immobilière. Voilà, donc c'est ça ma casquette première. Donc maintenant, les sports, pourquoi je me suis lancé dessus? J'ai une école de foot où j'accompagne et j'encadre des jeunes de 10 à 11 ans depuis 2015, où j'ai participé à des tournois internationaux en Italie. Où en 2019 même, on a été champion du monde à travers un tournoi qui composait au minimum 64 équipes de football qui se tenaient au niveau de Forte de Marmi. Voilà, où on a battu en huitième de finale, comme exemple, Inter de Milan, en quart de finale, Ajax d'Amsterdam, en demi-finale, Atlético de Madrid et en finale, le Grand Milan AC. Voilà, donc c'est des jeunes qui ont été champions du monde. Ça, c'est à travers Safe Afrique International, où je suis le directeur marketing et responsable du développement du projet. En ce moment, nous avons 4 jeunes qui sont en Europe, dans des clubs. Et en même temps, également, nous accompagnons dans l'action dimanche, l'accompagnement des sportifs. Il y a pas mal de sportifs aujourd'hui qui jouent dans des clubs internationaux qui sont aujourd'hui sous nos bannières
Voilà, je peux en citer même des internationaux qui jouent actuellement en équipe nationale du Sénégal et qui occupent une place prépondérante au sein de l'équipe. Mais bon, ça après je vais en revenir plus tard. En tout cas, bienvenue et merci encore une fois de plus de votre déplacement. J'ai vu des habituants avec qui on a passé quand même des bons moments à Yamoussoukro, donc lors de la dernière CAN et à Abidjan. En tout cas, merci encore une fois de plus et bienvenue pour ce déjeuner de la plateforme du meilleur joueur mondial. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Sakou. Depuis pratiquement 2 semaines, All Action a mis en place une équipe qui travaille d'arrache-pied pour la réussite de la soirée du 20 septembre. Je ne peux pas présenter tous les membres de l'équipe, mais ils sont dehors pour dire que là, on est en train de tout faire pour que le 20 septembre, qu'on organise cette grande soirée qui va réunir de grandes personnalités du monde du football. Ça aussi, c'est à préciser. Monsieur Elimandao donc viendra nous présenter la plateforme. Il va insister effectivement sur les critères que lui, il a utilisés pour désigner les 50 meilleurs footballeurs du monde. Bonjour à tout le monde. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier M. Alassane Sakou qui a créé ce projet-là. Je pense que ceux qui suivent ce projet sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans savent que j'étais peut-être avec une petite équipe, mais voilà, j'y allais avec la passion du football, des chiffres. Depuis l'école de journalisme, mes camarades de promo m'ont connu pour être un passionné des chiffres. On m'appelait le data journaliste déjà à l'école. Et ce projet-là, il est né de cela, de l'alliage entre la passion du foot et des chiffres. Donc je remercie vraiment M. Alassane Sakou pour l'accompagnement parce que sans lui, peut-être que ce projet allait encore prendre du temps avant de prendre un envol. Donc je le remercie. Sans plus tarder, je vais lancer la présentation du projet. En fait, le meilleur joueur du monde, c'est assez simple. Hein? C'est un média en ligne, c'est un magazine également annuel qui évalue à la loupe les performances des meilleurs footballeurs du monde. Voilà. Donc notre ambition se porte sur les meilleurs footballeurs du monde, pas que sur les meilleurs footballeurs du Sénégal ou de l'Afrique. Je pense qu'on tous ici, le week-end, devant lorsqu'on est sur notre salon, on regarde les championnats européens de football. Les meilleurs joueurs du continent jouent en Europe. Les meilleurs joueurs américains jouent en Europe. Donc, d'où l'initiative, l'ambition d'avoir cette ambition football mondial. Donc avec un objectif à la fin de chaque saison de sortir les 50 meilleurs joueurs du monde sur la base d'un classement par points qui évalue les performances individuelles et collectives. Voilà. C'est un classement par points, vous allez voir tout à l'heure les subtilités des statistiques que l'on utilise. Et avec la prime à l'objectivité. Parce qu'on est journaliste ici, présent, l'une des valeurs de notre métier, c'est l'objectivité. Lorsqu'on commente un match de football, lorsqu'on doit faire un article de presse, c'est une valeur qu'on doit mettre en avant. Parce que sinon, on pencherait à gauche ou à droite, on pencherait peut-être pour le Barça ou pour le Real. Voilà, si je donne un exemple là-dessus. Et le prétexte, parce que l'image va arriver, le prétexte, c'est moi, dans ma jeune carrière de journaliste, et surtout lorsque j'étais à l'école, j'avais écrit à l'époque un article, c'était en décembre 2015, sur le Ballon d'Or, avec ce titre, Ballon d'Or des critères à réformer, en voyant les injustices qui se multipliaient année après année. La domination de Messi et Cristiano Ronaldo sur le Ballon d'Or, l'année où ils ne méritent même pas, ils gagnent. Il y a eu des exemples, on va y venir tout à l'heure. Donc je me suis dit, c'est injuste, il y a des joueurs peut-être qui mériteraient d'avoir plus la lumière, mais qui ne l'ont pas. Parce que l'aura de Messi et Ronaldo était tellement impressionnante que ça a primé surtout. Donc c'est depuis 2015 que l'idée de ce projet germait à moi, mais c'est en 2022 que je l'ai concrétisé en média. Voilà, pour raconter un peu la genèse de ce projet. Et ce constat, il est là. Hein. Si on regarde le palmarès du Ballon d'Or, en fait, plus de 90% des vainqueurs sont des attaquants des milieux offensifs. Ça, c'est un constat
Il n'y a que de rares exceptions. On va peut-être rajouter Rodri parmi ces noms-là. Lothar Matthaus, Beckenbauer, Levi Yashin, Jan Sommer, Cannavaro et Rodri. On va dire que ce sont les seuls profils défensifs qui ont gagné le Ballon d'Or en une 60aine d'éditions. Voilà. Si on regarde cette courbe, on voit que voilà, c'est 94% des joueurs offensifs et seulement 6% de joueurs défensifs. Si on regarde l'histoire du Ballon d'Or, il y a une sorte de déséquilibre total dans l'évaluation des joueurs individuels. Et il y a eu des controverses. Tout à l'heure, je vais revenir sur la méthode de calcul qu'on utilise, mais on s'est même penché sur certaines controverses il y a de cela quelques années pour un petit voyage en arrière pour voir selon les statistiques qui méritait par exemple le Ballon d'Or 2010 qui a créé beaucoup de bruit. On l'a donné à Messi alors qu'il n'avait rien gagné collectivement cette saison-là. Une année où il ne gagne pas la Ligue des Champions, il ne gagne pas la Coupe du Monde et il gagne le Ballon d'Or. Alors que il y a ses coéquipiers au FC Barcelone, Xavi et Iniesta, qui avaient gagné la Coupe du Monde, etc. Donc on avait fait un petit voyage vers le passé pour savoir qui méritait vraiment le Ballon d'Or 2010 selon les statistiques, selon notre méthode d'évaluation. On s'est rendu compte, rapidement vous dévoiler ce classement qu'on a fait selon ce calcul-là. On s'est rendu compte que cette année, il n'y avait même pas photo. Il y avait un joueur qui surnageait toute la saison, c'est Wesley Sneijder, c'est le milieu offensif de l'Inter, qui gagne la Ligue des Champions, le triplé avec l'Inter, qui est finaliste de la Coupe du Monde et meilleur buteur ex-aequo de la Coupe du Monde, pour un milieu offensif. Messi qui avait gagné cette année-là, si on fait notre cumul des statistiques individuelles et collectives, il n'arrivait que 4e selon notre modèle de calcul des performances individuelles. Et Xavi, il réalise cette année-là une saison extraordinaire, une régularité de toute épreuve, devant même Andrés Iniesta, que beaucoup ici auraient préféré donner le Ballon d'Or parce qu'il a marqué le but en finale de Coupe du Monde. Peut-être qu'un but ne suffit pas pour moi être le meilleur joueur du monde. Bon, les fans de Messi vont me dire et Cristiano Ronaldo alors. Si Messi ne mérite pas le Ballon d'Or 2010, Cristiano, il a certainement également eu des Ballons d'Or qu'il ne mérite pas. On s'est également penché sur le Ballon d'Or 2013 de Cristiano Ronaldo cette année-là. Et avec nos mêmes méthodes de calcul, on s'est rendu compte que Ronaldo ne devait même pas être sur le podium cette année-là. Il y a un joueur qu'on a totalement oublié dans ce classement du Ballon d'Or, c'est Thomas Müller. Cette année-là, c'est le leader offensif du Bayern, c'est le joueur qui a le plus de buts. Et si on cumule les buts et les passes décisives, c'est le joueur le plus décisif du Bayern en matière de buts et de passes décisives. Il était 17e cette année-là, Thomas Müller. C'est un joueur sous-coté, je pense que ceux qui suivent le football le savent. C'est un joueur qui a plus de 300 passes décisives dans sa carrière, mais jamais il n'a eu la lumière. Cette année-là, il méritait au moins d'être sur le podium, mais il était 17e du Ballon d'Or, qu'on avait donné à Ronaldo. Et selon la méthode de calcul qui est assez générale, qui regarde d'autres pas que les buts et les passes décisives, qui regarde les occasions créées, etc., c'est Ribéry qui devait le gagner. Je pense qu'on était presque tous d'accord cette année-là que le Ballon d'Or devait revenir aux Français. Il y a eu aussi quelques controverses, selon moi, c'est en 2018, lorsque Varane a été classé 7e du Ballon d'Or, alors que cette année-là, il gagne la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Il gagne tout, mais il était 7e. Il y a l'année où Alisson Becker également termine 7e, l'année où il a coché à toutes les cases. L'année où il est meilleur gardien de la Première Ligue, vainqueur de la Première Ligue, meilleur gardien de la Copa América, vainqueur de la Copa América, meilleur gardien de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions. Là, il a coché à toutes les cases. Il ne pouvait pas faire mieux. Et il a été classé 7e. Alors, sur la base de ces constats répétitifs, chaque année, le débat, Ballon d'Or, etc., nous, on s'est dit, pourquoi pas amener sur la table des critères objectifs sur lesquels tous les joueurs sont au même pied à l'entame de la saison. On ne va pas attendre à la fin de la saison pour dire qui a été le meilleur. Donc on a amené cette méthode de calcul qui peut être très simple. Je pense qu'on est tous presque des littéraires ici. Les chiffres, peut-être, ça peut nous faire peur. Mais je pense que 1 plus 1, tout le monde ici savent que c'est 2. Il n'y a pas de gros débat. Cette comparaison, par exemple, comment comparer un attaquant et un gardien de but? Parce que si on veut faire élire le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or, on met une liste avec des défenseurs, des latéraux, des gardiens.
les journalistes votent, mais sans avoir un critère assez objectif où on peut comparer quelqu'un qui marque des buts et quelqu'un dont son rôle est de ne pas encaisser de but. Donc, si on n'arrive pas à pouvoir établir un critère assez scientifique, je dirais, ça risque d'être compliqué, hein, cette comparaison. Donc, on a mis en place une méthode de calcul assez complexe, parce que c'est une méthode de calcul qui au début était très simple, mais d'année en année, ça s'est amélioré, ça s'est étoffé. Et je vous dirais de scanner le QR code pour pouvoir vraiment avoir accès à cette méthode de calcul, qui pourra vous permettre, si vous voulez en savoir plus, aller en profondeur dans ce projet-là, d'avoir les détails exhaustifs de cette méthode de calcul. En gros, c'est une méthode de proportionnalité des statistiques individuelles. Je pense que dans les plaquettes qu'on vous a distribuées, il y a une petite erreur, hein, que je vais souligner tout de suite pour que vous ne rentrez pas avec cette erreur-là. On a évalué des centaines de matchs, analysé des centaines de matchs des 5 grands championnats européens de football, pour voir, en fait, au bout de combien de duels gagnés, il y a un but. Au bout de combien d'arrêts, il y a un but. Au bout de combien de passes clés, d'occasions créées, il y a un but. Et c'est sur la base du but qu'on a répertorié les autres valeurs de statistiques. Qu'est-ce qu'un milieu de terrain doit faire pour que ça vaut un but? Qu'est-ce qu'un défenseur central doit faire pour que ça vaut un but? Sur la base d'une analyse représentative, je suis féru des statistiques, mais je n'ai pas travaillé seul sur ce projet-là. J'ai été accompagné par des statisticiens qui m'ont encadré pour avoir une sorte de représentativité des stats que l'on utilise. Donc c'est un travail scientifique, je dirais. Mon statisticien avec qui je travaille actuellement, il n'est pas au Sénégal, sinon il aurait assisté à ce point de presse. Il est en Malaisie actuellement pour poursuivre ses études. C'est une équipe qui a travaillé sérieusement sur ce projet-là pour pouvoir avoir des valeurs représentatives. Donc, pour vous rappeler la dimension un peu scientifique de ce projet-là. Et on a actuellement une sorte de trois valeurs de statistiques sur lesquelles on se base pour évaluer tous les matchs des 5 grands championnats, les joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens, parce qu'on parle de meilleurs. On ne peut pas parler de meilleurs joueurs du monde et parler d'un championnat mineur. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre là-dessus. Nos meilleurs joueurs ne jouent pas ici. Les meilleurs joueurs sénégalais, si vous regardez la liste de Pape Thiaw, est-ce qu'il y a un joueur local dans la dernière liste? Donc, c'est assez logique que l'on s'intéresse aux joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens. Donc, je vous inviterai à aller en profondeur dans cette méthode de calcul en scannant ce QR code. Et je rappelle juste qu'il y a une petite erreur ici. Au lieu de, ça a été mal rendu à l'impression. Au lieu de 5 passes décisives, ici c'est 5 passes clés valent un but. 5 occasions créées valent un but. Voilà. Et c'est pas ex nihilo, c'est 5 occasions. Dans un match de football, s'il y a 5 occasions créées, il y a un but. Si vous analysez les matchs. Voilà. Allez, on va continuer. Bon, on travaille également à aller davantage dans la qualité des statistiques. Ça, c'est un processus perpétuel. C'est une asymptote, comme on dit. C'est quelque chose qu'on tente d'atteindre chaque année. Chaque année, la méthode est améliorée pour pouvoir... Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me faisait la remarque ici. Je ne sais pas si vous avez vu le but du jeune, là, le jeune joueur de Liverpool qui marque à la dernière minute. Il m'a fait la remarque. La passe décisive de ce but-là a été attribuée à Mohamed Salah, alors qu'il y a un joueur à qui était destinée la passe au début, qui s'efface, et Mohamed Salah termine. Est-ce que ça, c'est une passe décisive ou pas? Normalement, oui, mais c'est une passe comme on dit ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'actions dans le football qui, si vous poussez l'analyse, peut vous donner une perception contraire. Voilà. Un but que je marque en dribblant 5 joueurs, est-ce que ça vaut la même chose qu'un but que je marque alors que voilà, le tireur a tiré, c'est rebondi sur ma tête et c'est allé au fond? Est-ce que ces deux buts-là doivent être vus de la même manière?
Mais Cruyff disait que la finalité du football, c'est de marquer, peu importe. Ouais. Que ça tombe sur ton dos, sur ta tête. La finalité, c'est... Sauf qu'on est à... Je pense bien que la finalité, c'est de marquer. Mais sauf Si qu'on est à aujourd'hui, une ère je où, fais une passe et que Neas ou dévie la passe, ça va dans le fond, au fond du but. C'est bon. La finalité, c'est de marquer. Ouais, d'accord, mais on est à une ère où les détails comptent aussi. Hein. Ouais, un but de Messi qui va dribbler toute la défense et puis qui va venir mettre la main. Les gens vont parler beaucoup plus. D'accord. On continue. Mais ce débat est très intéressant parce qu'il y a aujourd'hui des statistiques qui permettent de qualifier les buts. Parce qu'à la fin de chaque match, les buts sont évalués en expected goals. Combien de chances votre tir avait le tir, combien de chances avait à marquer un but. Ouais. Voilà. Alors moi ça m'arrive souvent. Cette semaine, il y a eu Serhou Guirassy qui a marqué 2 buts. Il y a eu un autre attaquant. Donc j'ai comparé les deux. Pour pouvoir les départager, j'ai regardé les expected goals. Parce que même si les buts de Guirassy étaient pas mal. Mais il y a un autre attaquant qui avait fait mieux ce week-end. Donc ces buts étaient plus difficiles selon les chiffres. Donc voilà, c'est un travail qui est perpétuel. Le fait de se baser sur les chiffres pour désigner les meilleurs joueurs du monde ne peut pas se faire de façon mathématique. Il faut d'autres perceptions et ça, c'est vraiment un challenge. Avec Alassane, on s'est lancé dans cela pour bientôt, je vais vous dévoiler vers la fin de cette présentation ce vers quoi on va aller. Il y a également quelque chose qu'on a amené en termes d'innovation dans ce projet-là, c'est la quantification des trophées collectifs. On a fait une pyramide. La pyramide, c'est quel est le trophée le plus prestigieux dans le monde du football, quel est le deuxième, les troisièmes, etc. Je pense qu'il y a un débat. Il y en a certains qui pensent que la Ligue des Champions est plus relevée, plus compétitive chaque année. On sait qu'en plus, maintenant, c'est plus, je pense, c'est une vingtaine de matchs que les gens jouent. Ouais. 17 matchs, ouais. 17 matchs pour gagner, alors qu'en Coupe du Monde, vous jouez 8 matchs, c'est ça? 7, voilà. Donc le débat, il peut persister, mais je pense que une compétition qui se joue tous les 4 ans, avec le prestige que ce trophée a. Donc nous, on l'a classé premier, mais ça reste toujours discutable. Hein. On n'est pas figé, nous ne sommes pas des dogmatiques. C'est un classement qui peut être revu si demain la Ligue des Champions atteint ce niveau de prestige. Voilà, ainsi de suite, les championnats, les coupes continentales, la CAN, l'Euro, la Copa América, ensuite il y a les championnats, etc. Ça, c'est une valeur qui n'est pas similaire. La Ligue 1 n'est pas, par exemple, de la même valeur que la Première Ligue dans notre modèle de calcul, mais c'est juste une photo pour vous montrer cette pyramide des trophées, etc. Et il s'est posé également une question. Est-ce qu'un joueur qui ne joue aucune minute dans une Coupe du Monde, il a la médaille à la fin, est-ce qu'il a la même valeur que le joueur qui est le meilleur joueur? Lors de la dernière Coupe du Monde, il y a Adil Rami qui a gagné une médaille, mais il a joué hors du terrain. Enfin, c'est lui qui était le showman dans les vestiaires, qui a fait en sorte que le groupe puisse vivre bien. Mais il n'a joué aucune minute durant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il a la même valeur que Mbappé ou Pogba qui avait fait une grande compétition? Et nous, on a tranché ce débat. Si vous n'avez joué aucune minute, vous n'aurez aucun point. C'est pas possible. Les 30 points qu'on distribue aux joueurs à la fin de la saison, le meilleur joueur va avoir les 30, parce que c'est lui qui a porté son équipe, et les autres joueurs seront évalués en fonction du meilleur joueur. Selon ce que vous apportez, c'est sur cette base-là que vous serez évalué. C'est le rendement du joueur au cours de la compétition qui sera rétribué en points collectifs. Et à la fin, on fait le cumul des performances individuelles et collectives pour pouvoir avoir un classement. C'est select. Donc vous allez donner un choix 0 points en 2022. Mais le joueur, doit avoir de l'importance dans les vestiaires. Oui, mais est-ce qu'on peut évaluer... On parle de performance en fait. C'est vrai. Le joueur sur le terrain, mais pas de performance dans les vestiaires. Un joueur peut avoir plus d'importance dans les vestiaires que sur le terrain. Oui.
Zidane, il a... Mais comment on peut évaluer l'impact dans le vestiaire? Exactement, on ne peut pas évaluer. Non, mais ça, c'est on a dit collectif. On a dit collectif. Ah oui. Quand on parle de collectif, même ça si veut dire que le joueur il est important. Sinon, on sélectionne un joueur, ça remplace ça. Nam a pleuré, donc il a contribué. Bon, je pense qu'on va y revenir après. On va vous donner la parole après et vous allez donner vos inquiétudes. Après, on va revenir sur les questions. Vos inquiétudes, ça c'est... Non, mais il a pleuré. Et il y a une autre innovation qu'on a apportée, c'est la notation croissante. En fait, si vous regardez les matchs de football dans les grandes plateformes, Opta, qui est la plus grande plateforme de statistiques depuis des décennies dans le monde du football, bon, il y a celui qui est populaire, SofaScore, même les médias comme l'équipe, ils notent sur 10. Voilà. À la fin du match, vous avez 7 sur 10, 8 sur 10, 4 sur 10. Et nous, on a apporté une innovation qui est une sorte de notation croissante. C'est-à-dire qu'on ne s'offre pas de limite. La note n'est pas sur quelque chose. La note, c'est le but vaut 1 point. Un but vaut 1 point. La performance qu'un milieu de terrain doit faire pour que ça vaut un but vaut 1 point. On a analysé, il faut 10 duels, chaque 10 duels gagnés dans un match, il y a un but. Si vous gagnez 10 duels, vous avez 1 point. Donc ça s'additionne. Les points s'additionnent. C'est pas sur 100, c'est pas sur 1000, c'est pas sur 10. Donc c'est une sorte de notation qui ne s'offre pas de limite et qui permet de mieux comparer les joueurs. Parce que souvent, vous allez voir un joueur à 10, un autre à 10. Comment on peut différencier les performances des deux joueurs? Alors que chez nous, un joueur va avoir 7, un autre va avoir 5, un autre va avoir 15, un autre va avoir 25. Donc c'est des points qui s'additionnent et qui font qu'on peut vraiment comparer les joueurs. Donc c'est une innovation qu'on a apportée. Lorsque ce projet est lancé, moi j'avais fait la revue de toutes les plateformes, il n'y avait personne qui notait comme ça. Et un an après, il y a l'UEFA qui a lancé la FedEx Performance Zone, qui était une notation croissante. Mais je peux dire que moi, c'est notre plateforme qui l'a expérimenté le premier. Et c'est sur la base de ce genre de notation qu'on peut savoir, par exemple, à la fin d'une saison, dans les 5 grands championnats européens, qui a fait la meilleure performance. En 2022-2023, il y avait Yann Sommer qui avait fait 19 arrêts dans un match. 19, c'est un record, je pense que c'est un record dans les 5 grands championnats. C'était face au Bayern. C'est quelques semaines même avant d'être transféré. Je pense que le Bayern, ils ont vu ce match-là, ils l'ont acheté. Il fait 19 arrêts dans un même match. C'est un record en Bundesliga. Il avait gagné 4,77 points. Ça veut dire que c'est comme s'il avait marqué 5 buts. Sa performance, c'est comme s'il avait marqué 4 buts et plus. L'année dernière, c'est Leon Goretzka. Bon, c'est souvent en Allemagne qu'on a les gros scores parce que c'est un championnat très ouvert où les attaquants marquent, les milieux de terrain marquent, tout le monde marque. Donc, il avait fait 2 buts, 2 passes décisives, 8 duels gagnés dans ce match-là. Il avait 4,8 points. L'année dernière, c'est Cole Palmer, le joueur de Chelsea, qui avait la note la plus élevée si on analyse tous les matchs. Il avait marqué 4 buts et créé 4 occasions dans un même match. Voilà. Et sur la base de ce système, on vous dévoile, là je pense que certains qui suivent le projet ont déjà eu écho de ces résultats-là. Par exemple, le premier classement qu'on avait fait, meilleur joueur du monde, en additionnant tout, performance individuelle et collective, c'était en 2021-2022. Il y avait Vinicius Junior qui était 5e, Sadio Mané 4e, et Lewandowski, bon, Sadio Mané 4e, on avait mis ma tête à prix dans ce pays-là parce que je me souviens très bien. Thibaut Courtois, qui était 2e cette année-là. Beaucoup l'avaient oublié, mais sans lui, sans le gardien du Real, le Real ne gagne pas la Ligue des Champions cette année-là. Parce qu'il fait 8 arrêts. 9 arrêts en finale. Non, en finale 9, mais il fait 8 arrêts en demi-finale retour face à Man City. Il sauve les meubles vraiment dans ce match-là. Où le Real a pris l'eau. C'est un miracle. C'est un miracle que le Real passe cette demi-finale face à City. Il y a Benzema qui marquait les buts, mais derrière, il prenait l'eau à chaque fois et c'est Courtois qui faisait les arrêts. Voilà. Et il était classé cette année-là mieux que Sadio Mané qui avait gagné la CAN. Je pense que c'est l'année où on gagne la CAN, voilà. Il avait gagné la CAN, qui était finaliste de la Ligue des Champions, etc. L'année suivante, on a eu ce classement où c'est Erling Haaland qui est meilleur joueur du monde devant Messi, De Bruyne, Rodri et Kylian Mbappé.
Messi avait gagné le Ballon d'Or parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde, quoi, selon les gens. Mais Haaland, c'est la première saison avec Man City, il était monstrueux. Saison où il bat tous les records. Il gagne la Ligue des Champions également avec Man City. Mais bon, Messi, comme je vous disais tout à l'heure, si Messi ou Ronaldo sont en concurrence avec quelqu'un, ces dernières années, il n'y a aucune chance pour... pas possible, il n'y a aucune chance pour le challenge. Et bon, ça c'est le dernier classement de l'année dernière, où on avait un trio du Real Madrid, ça avait créé encore beaucoup de débats, où le Ballon d'Or a été remis à Rodri, bien évidemment, qui selon nous était sur le pied du podium. Mais c'est une année où le Real Madrid a fait une campagne pour Vinicius, alors qu'ils avaient un joueur qui a tenu leur équipe toute la saison, à qui qu'on a relégué presque au second plan, qui est finaliste de l'Euro également. Qui marque même, je pense qu'il marque ou il fait une passe décisive en finale de l'Euro. Bellingham, qui selon ce système de calcul avait réalisé une saison plus complète. Voilà. En fait, ce projet est compartimenté vraiment de deux parties, l'aspect média et l'aspect données, l'aspect analyse des données et l'aspect média. En fait, sur le plan médiatique, on a eu à analyser depuis 2022 tous les 5 grands championnats européens de football, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, les clubs, l'Euro, presque toutes les grandes compétitions du monde du football, on a eu à faire des analyses dedans, avec une mise à jour mensuelle du classement des meilleurs joueurs du monde. On n'attend pas la fin de la saison pour dire tel est le meilleur joueur du monde. Chaque mois, le classement est actualisé. C'est pour suivre linéairement les joueurs du début à la fin de la saison. Souvent, pour moi, l'un des pièges d'un trophée comme le Ballon d'Or, c'est que les votants, ils ont en tête les 2 derniers mois de la compétition. Les deux dernières performances. C'est-à-dire, on te dit qui est le meilleur joueur du monde. Ah, tu viens de voir un match de Lamine Yamal, il dribble 3 joueurs et je vote pour lui. Sans regarder qui a tenu l'équipe au début de la saison, etc. Donc, nous, on a un suivi régulier des performances des joueurs du début à la fin. C'est une valeur ajoutée. Propose des analyses, des comparaisons, etc. On avait lancé en 2022 un magazine écrit. C'est un projet qui est toujours en gestation. On relance le magazine l'année prochaine avec l'accompagnement de tout le monde ici. Et il y a une valeur qu'on veut promouvoir également à travers ce trophée. La valeur du mérite au détriment de la starisation, comme je l'écris ici. Un exemple, il y a ce match de la Coupe du Monde 2022, Canada-Belgique. À la fin du match, souvent, comme on fait, on prend la star de l'équipe, on lui donne le trophée d'homme du match. Souvent, lorsqu'on doute, Real, on prend Vinicius. Barça, Lamine Yamal. Les gens, ils ne réfléchissent même pas. On donne le trophée à De Bruyne qui déclare dans les médias qu'il ne mérite pas de recevoir ce trophée parce qu'il n'a pas fait un grand match. Imagine. Et nous, on a évalué ce match-là. On s'est rendu compte qu'il y avait un défenseur central qui, sans lui, la Belgique aurait perdu ce match. Qui, selon notre méthode d'évaluation, avait 1,8 points, alors que De Bruyne avait 1,2. Et c'est à De Bruyne qu'on a remis le trophée d'homme du match. Pour montrer, souvent, c'est mieux d'avoir De Bruyne, Mbappé, avec le trophée du sponsor qui met de l'argent, que d'avoir un défenseur que presque personne ne connaît. Son nom même est très difficile à prononcer. Voilà. C'est l'étoile des stades qui brille. Voilà. Trop marketing. Mais bon, moi j'aime pas avoir en marketing, on donne un trophée à quelqu'un qui fait cette tête-là, qui dit non, je ne mérite pas ce que vous m'avez donné. Voilà. C'était ça la présentation du projet. Alors, toutes mes félicitations à Iliman Ndao pour ce magnifique travail. Au début, on n'était que sur 2 valeurs de statistiques. C'est-à-dire, on évaluait les joueurs que sur 2 actions dans un match. Alors qu'on s'est rendu compte que les joueurs peuvent faire plusieurs types d'actions dans un match. Avec le football d'aujourd'hui, si vous prenez une équipe de Pep Guardiola, il confie à ses joueurs plusieurs tâches dans un même match. Rodri, il est milieu défensif, mais on dirait que c'est un milieu offensif, il crée des occasions. Donc vous ne pouvez pas évaluer un joueur que sur la base de 2 valeurs. Donc chaque année, on a amélioré. Aujourd'hui, je pense qu'on est jusqu'à 4 valeurs, et même plus pour certains postes. Donc on était 3 au début, 3 statisticiens, non, 2 statisticiens et moi.
et également une équipe de journalistes avec qui j'ai par exemple réalisé ce magazine-là. Il y a les noms qui sont derrière. Voilà. On n'est pas nombreux, mais on a travaillé à faire en sorte que ce projet puisse être une réalité. Donc, on est toujours peu nombreux au début en espérant être plus nombreux à la fin. Voilà, comme on dit. Alors, sur la deuxième question, comment nous faire entendre auprès des décideurs? Justement, pour nous faire entendre auprès des décideurs, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans cet événement-là, dans lequel on va inviter vraiment tout le monde du football, on va inviter tous ceux qui s'intéressent au football. Le football n'est pas un sport réservé qu'aux journalistes sportifs ou qu'aux clubs, parce que tout le monde, si vous sortez dans la rue, tout le monde s'intéresse au football. Donc c'est une soirée où on va associer tout le monde dans l'événement pour faire en sorte que ce projet puisse être une réalité, et avec une feuille de route sur laquelle on va travailler juste après ce projet pour grandir davantage. On ira étape par étape. On ne va pas brûler les étapes, on ira étape par étape avec de l'ambition pour faire en sorte que ce projet puisse, pourquoi pas demain, être la méthode qui évalue les grands championnats, les grandes compétitions, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Voilà. Vous n'allez pas voir Dembélé ou Hakimi ou Lamine Yamal, parce que je pense que samedi ils ont le même match. Ça va être, même si le lundi ils se déplaceront sur le tapis rouge du théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'Or. Donc il n'y aura pas on ne faut pas s'attendre à voir Lamine Yamal ou Dembélé ce jour-là. Mais on s'est dit que c'est un début. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette soirée a été décidée il y a 2 semaines derrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé depuis le début de l'année. Et pourquoi pas, et je m'associe parfaitement à la remarque de Moussa. Notre créneau, c'est un classement à temps réel, c'est-à-dire dès la fin de la saison. Moi, c'est ce que je faisais les finales de la Ligue des Champions qui marquaient la fin des saisons dernières ou la finale de l'Euro. Dès la fin du match, c'est le dernier match de la saison, le meilleur joueur du monde était connu et publié. Cette année également, c'est la même chose. Le meilleur joueur du monde, mais vu qu'on part sur un événement qui nécessite beaucoup de préparation en amont, etc., on a révélé le meilleur joueur du monde, mais la liste des 50 autres meilleurs joueurs ne sont pas encore connus. Qui est deuxième, qui est troisième, le jour de l'événement, on va dévoiler ça. Il n'y aura pas de grosses célébrités ce jour-là. Peut-être que je peux donner la parole à Alsan. Mais pour moi, un Salif ou bien un Wouri ou bien quelqu'un d'autre peut avoir un projet et le mettre en avant, le valoriser et l'imposer aussi bien au niveau national et sur le chiquier international. Voilà. Donc c'est pourquoi au niveau des invités, c'est vrai qu'il n'y aura pas peut-être les meilleurs joueurs du monde qui seront là, vu qu'il y a à 2 jours il y a le Ballon d'Or. C'est moi qui ai fait le choix de le faire à 2 jours du Ballon d'Or pour dévoiler au jour des 50 meilleurs joueurs du monde et créer déjà la polémique autour et montrer aujourd'hui il y a des Africains qui ont une méthode innovante et selon eux, c'est une meilleure méthode aujourd'hui pour choisir le Ballon d'Or ou bien le meilleur joueur du monde. Voilà, on a même pensé à créer un trophée et inviter un parent de Dembélé ou bien de Hakimi ou bien de quelqu'un d'autre pour au moins que ce soit un peu symbolique. Mais comme c'est une cérémonie de lancement pour une première édition, comme il a dit, moi je me lançais ça fait moins de 3 semaines où j'ai mobilisé l'équipe. Quand on a fait la réunion à 2 jours, je suis parti rapidement au Tiroubi, Sima Paté, pour décrocher la salle, c'est fait. Le présentateur, on a conclu avec DJ Boops qui va être maître de cérémonie. Pour les invités, il y a les anciens internationaux, Football Sénégal. Également, moi, comme All Action, c'est sport business. Donc, le football, il y a l'économie du sport derrière. Il faut assurer les hommes d'affaires qui sont là, le monde diplomatique qui sera là. Le monde culturel qui sera là. Donc, il n'y a pas que nous sportifs. Donc, il y aura aussi bien le sport, il y aura aussi de l'animation. Voilà. Et aussi sera un événement son et lumière. Du coup, il y a pas mal de surprises qui seront faites le jour J. Voilà. On est au cinéma. Ce sera un événement également cinéma. Il y aura plus de vidéos que de paroles. Et ça aussi, c'est des images ou bien des vidéos que vous verrez le jour J. Je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Avec une équipe graphique qui travaille sur des concepts. Vraiment, quand on le propose souvent, les gens peuvent dire que ce n'est pas possible. Mais l'équipe aujourd'hui est en train de faire un excellent travail là-dessus. Bon,
je ne peux pas aussi terminer sans remercier l'équipe qui est derrière. Hein. C'est une équipe jeune. Moi, je travaille avec des jeunes. Je n'ai rien contre les vieux. Je pense que... Et les dames, hein. Je travaille avec une équipe jeune et des dames. Moyenne d'âge, souvent, chez nous, on a une cinquantaine de collaborateurs, mais la moyenne d'âge est autour de 25 ans, 27 ans. Voilà. On est très jeunes, avec beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup d'ambition. Maintenant, le reste, il y a l'ambition, mais il y a les actions qu'il faut poser. On n'aime pas trop parler, on aime poser des actes. Maintenant, c'est les événements qui parlent après sur ce qu'on fait. Parce que pour moi, ça c'est un lancement. L'objectif, c'est la communication post-events et également les objectifs derrière. Aujourd'hui, pourquoi pas, au niveau des instances footballistiques mondiales comme la FIFA, la CAF, c'est un concept aujourd'hui qui peut être adopté au niveau des fédérations africaines pour choisir à leur niveau les meilleurs joueurs du monde. Si vous allez dans certaines plateformes de ces fédérations-là, pour ne pas avoir des statistiques aujourd'hui qui définissent, voilà, aujourd'hui, même ici au niveau local. Voilà. Donc, c'est des méthodes aujourd'hui qu'il faut aussi exporter, aussi bien au niveau local, exporter au niveau international. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a motivé, moi, personnellement. Si je suis pas, c'est le business, sport business, c'est ça. Donc, je suis entrepreneur. Voilà. En même temps, je suis aussi sportif. Hein. Voilà, je suis sportif. J'ai une école de foot qui encadre des jeunes. Je suis dedans. Je pense que là, on en parle depuis tout le temps. Voilà. Là, j'ai au moins 4 jeunes qui sont à l'étranger. Voilà. Certains même aujourd'hui vont évoluer en 2 italiennes. Même durant ce mois 7 ans, je dois amener un jeune Guinéen en Italie pour faire des tests. Donc, je suis dans le monde du sport depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose du jour au lendemain où je me suis lancé, quelque chose comme ça. Et là, la plateforme également va servir de couvrir tout ce qui est événements sportifs. Également, on va accompagner les jeunes dans le management sportif et dans le conseil et dans le développement de contenu sportif. Voilà. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui ce qui nous a motivés et pour peut-être apporter un plus par rapport à la réponse de Eliman. En tout cas, il ne faut pas le rater. Ce sera un événement, son et lumière. Voilà, donc je pense que, Inch'Allah, le jour J, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, comme les autres, ils savent qu'il y aura quelque chose quand même d'intéressant. Donc, on vous invite tous à venir à passer. Au niveau des autres sports, est-ce que ça va concerner seulement le football ou bien vous voulez également, à l'avenir, étendre ça vers les autres fédérations? Mais ma préoccupation, c'est est-ce que demain, vous souhaitez collaborer avec la FIFA, pousser la FIFA aujourd'hui à aller dans votre sens? Ou bien c'est juste une idée de lancer et après demain adviendra ce que... Voilà quoi. Merci. L'idée c'est, actuellement, c'est vrai que c'est difficile de regarder du début de la saison à la fin de la saison dans les 5 grands championnats, 5000 matchs. Hein. Mais c'est dans l'objectif d'avoir des statistiques beaucoup plus développées. Donc l'idée ce n'est pas forcément de faire la polémique, etc. Mais de mettre sur la table des chiffres objectifs que le lecteur ou le Facebooker, l'internaute peut aller même vérifier sur quoi on s'est basé pour donner 1 point à tel et 2 points à tel. C'est assez universel ce qu'on met sur la table. L'objectif, oui, il est là de travailler avec tout le monde du football, comme j'ai dit, d'ici et d'ailleurs. Si demain la CAF ou la FIFA, tout à l'heure on attribue le trophée d'homme du match à De Bruyne alors qu'il ne le mérite pas, parce que si on avait utilisé notre méthode de calcul, il n'allait pas leur faire la mauvaise publicité devant les caméras du monde qui ne méritent pas ce trophée. Donc l'idée, si demain la FIFA, la CAF, les clubs de football, parce que même les clubs, ils ont un classement à la fin de chaque mois pour dire tel jour est le meilleur jour du monde. Et souvent, c'est les fans qui votent, et là, c'est assez légitime. Donc, on est ouvert à travailler, bien évidemment, à tout le monde et apporter de l'objectivité dans tout ce qui est trophée individuel dans le monde du football. Les autres sports, moi, je suis fan du basket également, je regarde, même si je pense que le basket, en termes de statistiques, est beaucoup plus évolué en termes de football que le football. Beaucoup même, beaucoup. Non, en termes même le MVP en NBA, c'est attribué sur la base d'un truc assez solide. Il peut y avoir des polémiques comme cette année, l'année dernière on donne le MVP à Embiid alors que d'autres pensaient que Jokic méritait cela. Mais il y a moins de polémiques au basket qu'au football. Même si, bon, c'est un terrain qu'on peut explorer, mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur le football. Les autres sports, si l'occasion se présente d'importer notre méthode, de l'adapter à ces sports, pourquoi pas. Voilà. La vision avant, c'est quoi?
La vision. En fait, l'objectif recherché. L'objectif, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux compartiments. Il y a l'aspect média où, médiatiquement, on analyse les grandes compétitions de football. On a un classement qui est actualisé des meilleurs joueurs du monde. L'objectif aussi, c'est de travailler avec toute institution du football qui voudrait promouvoir plus d'objectivité dans les trophées qu'ils décernent. Absolument. Tout à fait. La question, elle est pertinente. Et pour juste ajouter quelque chose. Tout à l'heure, il l'a brossé. Allez sur le site de la Fédération sénégalaise de football. Rentrez sur le site de la Fédération française de football. Comparez les deux. C'est le jour et la nuit, quoi, en termes de chiffres. Moi, je veux obtenir les stats de Juste Fontaine, de Raymond Kopa, des joueurs qui sont même morts, certains. J'ai le premier match, le dernier match, le nombre de minutes qu'il a joué. En fait, toutes les statistiques sont disponibles sur la page de la Fédération française. Ici, la dernière fois que je suis rentré sur le site, il y avait Abdou Diallo, l'ancien gardien qui a fait quelques piges à l'équipe nationale. C'est sa photo qu'on voit, alors que... donc, ce travail de statistiques, de chiffres, et c'est la même chose dans les fédérations de football des pays qui nous entourent. Il n'y a rien qui est fait là-dedans. Il y a eu des polémiques sur la 5e sélection d'Henri Camara ou pas. Le jour où Sadio Mané a battu le record d'Henri Camara en termes de buts, certains disaient il a 29, non, d'autres qui... Bon, il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Et nous, on se positionne également sur ce plan-là. L'idée, c'est de permettre également aux fédérations qui le souhaitent de travailler sur les chiffres. Parce qu'on est vraiment dans un monde où les statistiques dominent. Voilà. On parle même de Big Data, très bien. Très bien. Donc c'est pourquoi moi, l'entendement, ou bien en tout cas la compréhension que j'ai de ce concept, c'est que le meilleur joueur du monde, c'est une sorte de start-up dont la finalité n'est pas de dénigrer ou de concurrencer ceux qui ont l'habitude d'organiser de telles manifestations. La finalité, c'est plutôt de pouvoir collecter des données venant du sport, les étudier et les raconter. C'est ça la finalité. Et s'il arrive effectivement à le faire, c'est un produit que toute organisation sportive, notamment les fédérations, pourra utiliser. C'est ça la finalité. Donc je pense que l'événement, c'est juste peut-être pour mettre en avant, pour faire connaître le produit. Mais ce n'est pas réellement pour concurrencer France Football ou autre. Voilà moi la compréhension que j'ai effectivement de ce concept. Déjà, c'est courageux de poser des actes par rapport aux frustrations des amateurs de football. Parce que c'est devenu mondial, on peut dire, le fait de critiquer comment on décerne les titres de meilleurs joueurs actuellement. On peut même dire que c'est devenu comme du sentimentalisme. Parce que avec le Ballon d'Or qui arrive dans quelques jours, quand on va dévoiler les votes des journalistes, on verra que le journaliste espagnol n'a même pas le courage de voter pour Essam Dembélé. Il votera Yamal, c'est sûr. Et que la même chose aussi pour le journaliste français, votera pour Dembélé, l'Argentin pour l'Argentin, le Brésilien pour le Brésilien. Il y a ce manque d'objectivité et aussi cette pression du peuple, on peut dire, qui fait que, comme le cas d'Aliou Goloko, quand il n'avait pas voté Sadio Mané, il est en train de payer ça jusqu'à maintenant, on peut dire. Et on peut dire que c'est bien d'avoir un système de vote scientifique, comme on peut dire. Et bravo. Ma question c'est, est-ce que ce sera seulement pour les meilleurs joueurs? Est-ce que les jeunes seront concernés aussi? Est-ce que le football féminin aussi sera concerné? Et qu'en est-il des gardiens qui ont un sport un peu différent des joueurs de champ? Parce qu'on ne peut pas juger un gardien comme Ederson qui joue dans une équipe qui joue haut par rapport à un Courtois qui est souvent face à une défense absente et qui est obligé d'avoir, je peux dire, 9 arrêts pour sortir Real de ces situations. Et que quand on a une équipe un peu offensive, le gardien, il lui faut seulement un arrêt, 2 arrêts seulement, décisif. C'est un peu... Il y aura un peu d'injustice, on peut dire, ou d'inégalité dans la manière de juger. Merci. Merci beaucoup, Elan, pour la question.
Oui, les jeunes peuvent être concernés, mais on n'y est pas encore. Même si lors de la dernière Coupe du Monde, on avait fait également un classement des meilleurs jeunes. Mais vu qu'actuellement on démarre, on n'a pas encore une équipe étoffée. Moi, mon idéal, c'est de pouvoir même analyser le championnat local sénégalais. Mais il n'y a pas encore de logiciel parce que pour pouvoir évaluer les stats, on ne le fait pas à l'œil nu. Il y a des machines, des caméras, tout un dispositif à installer. J'avais même vu qu'il y a un Sénégalais qui avait lancé un truc comme ça, qui pourrait être utilisé, mais bon, je ne sais pas si l'ambition de notre football là est à ce niveau actuellement. Donc oui, l'objectif c'est d'analyser le plus de compétitions possible. Pour l'instant, on se consacre que sur les grandes compétitions, parce que les meilleurs joueurs, on parle de meilleurs joueurs, ils jouent les grandes compétitions. Voilà. Pour la deuxième question sur les gardiens de but, oui, c'est toujours un débat, ça a toujours été un débat. Les gardiens de but, mais même les autres postes. Actuellement, je vois, il y a un nouveau poste qui commence à naître dans le football, c'est le défenseur central latéral, quoi. En fait, les équipes qui jouent à 3. L'année dernière, j'ai su le joueur de l'Inter, là, Bastoni, Alessandro Bastoni. C'est comme un ailier et les défenseurs aussi. Donc, le système qu'on a trouvé pour pouvoir évaluer en fait ces joueurs qui ont un rôle peut-être trop différent du poste, parce que le poste et le rôle, c'est deux choses différentes maintenant dans le football. Vous pouvez être un attaquant et avoir un rôle de pressing, voilà. Vous pouvez être un arrière latéral à qui on vous dit vous ne dépassez pas la ligne médiane. Voilà, si vous jouez contre Lamine Yamal, vous n'allez pas dépasser la ligne médiane. Di Marco ou les joueurs qui étaient sur l'année dernière peuvent en témoigner. Donc le heatmap, je ne sais pas si vous connaissez ça. La zone d'activité des joueurs. C'est surtout sur ça qu'on évalue le joueur. On ne va pas regarder à tel et attaquant. Donc on n'évalue que sur le rôle attaquant, mais on va voir sa zone d'activité. Est-ce que c'est un attaquant qui reste dans la surface? Est-ce que c'est un attaquant qui est en soutien? Un excentré? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est tactiquement là pour barrer l'autre? Donc on a ce système de heatmap qui nous permet d'avoir la zone d'influence des joueurs, et c'est sur cette base-là qu'on évalue les joueurs. Donc le gardien de but, c'est un poste nouveau avec des tâches différentes. Également, on regarde ces aspects-là. C'est toutes les compétitions qui sont prises en compte avec des coefficients également. Ça, je ne l'ai pas abordé parce que je ne voulais pas rentrer trop dans la méthode de calcul. Donc c'est pourquoi je vous ai laissé le QR code. Si vous allez dans la méthode, vous allez voir que un match en finale de Coupe du Monde, ça ne peut pas valoir la même chose qu'un match en Ligue 1. Un match en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas la même chose qu'un simple match de Coupe. Donc tout ça, ça a été pris en compte. La performance des joueurs est évaluée sous l'emprise de la valeur du match qu'ils jouent. Donc toutes ces données ont été prises en compte. Si vous ne faites qu'une bonne Coupe du Monde et vous ne faites pas un bon championnat, je ne pense pas qu'avec cette méthode, vous pouvez être le meilleur joueur du monde. C'est pas comme Iniesta qui, en 2010, certes, il fait une bonne saison, mais il marque, selon tout le monde, c'est le Ballon d'Or parce qu'il marque en finale. Regarde également ce qu'il a fait. En club, il était blessé. En 2010, il était blessé une bonne partie de la saison. C'est plutôt Xavi qui avait fait une saison régulière cette année-là. Mais on regarde du début à la fin. C'est la raison pour laquelle Bellingham, l'année dernière, il y avait pas mal de débats parce qu'il a un peu faibli vers la fin de la saison. Lorsque Vinicius est revenu, etc. Mais durant je dirais, 70% de la saison, c'est lui qui a tenu le Real. Est-ce qu'on oublie tout ce qu'il a fait au début de la saison pour dire on met la lumière que sur Vinicius qui a brillé à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions? Donc tout ça, et les chiffres permettent de contrebalancer, de savoir combien de matchs as-tu fait de bien, combien de matchs as-tu fait moins bien, et ça se contrebalance, et à un moment donné, on a une valeur réelle de la performance du début à la fin de la saison. Moi, c'est Ayoba Faye, journaliste à Walfadjri. Tout d'abord, je tiens à féliciter Liman pour ce projet qu'il mène depuis 3 ans et que je suis avec beaucoup d'intérêt. Moi, ma seule préoccupation, c'est actuellement au niveau du Ballon d'Or, UEFA
Ballon d'Or France Football. Maintenant, je pense que la FIFA aussi a son trophée, la CAF également. Avec les critiques qui continuent de s'accumuler, à mon avis, tôt ou tard, ces instances vont se replier vers cette méthode de calcul-là, qui est la vôtre et qui est basée sur des critères objectifs, sur des statistiques, sur des données. Alors, est-ce que vous avez anticipé ce moment où les instances du football mondial vont se replier sur cette méthode de calcul? Est-ce que vous avez anticipé la concurrence et que va devenir le meilleur joueur du monde au moment où la FIFA ou France Football ou l'UEFA vont se retourner? Merci beaucoup Ayoba, merci pour la question. Mais pour te répondre, je pense que l'UEFA, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès la deuxième année de notre existence, ils avaient lancé la FedEx Performance Zone. Mais bon, je pense qu'ils l'ont revu. Ils l'ont revu. Cette année-là, il y avait, je pense, André Onana, c'était en 2002, qui était premier de leur classement, et ils ont donné le trophée à quelqu'un d'autre. Pour juste expliquer le manque de logique parfois dans ces instances du football. Ils ont eu une méthode de calcul, mais assez touffue. Hein. Moi, j'avais même critiqué à l'époque. Ici, si vous regardez le magazine qu'on avait fait, j'ai dit l'UEFA nous a emboîté le pas, ici, si vous regardez. J'avais même fait un article à l'intérieur où j'ai critiqué la méthode de l'UEFA parce que c'était assez touffu, assez pêle-mêle. Ils mettaient pas mal de statistiques qui ne voulaient rien dire dans leur méthode. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, on est dans un monde où les données dominent de plus en plus. On va peut-être encore continuer 5 ans, 10 ans à faire du vote. On se rendra compte qu'à chaque année, il y aura la polémique. La polémique, même avec ces chiffres, on ne peut pas... Nous, on n'est pas venus pour mettre fin à la polémique. Parce que le football et la polémique, s'il n'y a plus de polémique dans le football, je pense que nous tous, on va aller regarder autre chose. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, à chaque fois qu'on publie sur les réseaux, les gens viennent critiquer parce que leur jour n'a pas été promu, etc. Donc la polémique et le football vont de pair. Mais effectivement, je suis d'accord. Le futur du football et de tout même, de tout. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Le futur de tout, c'est les données. On est vraiment dans un monde qui se modernise. Et si les instances du football veulent... Ils ont modernisé avec la VAR, veulent aller de l'avant, ils vont à un moment donné dire stop, ces votes-là, vous votez que pour vos amis et vos frères. On va maintenant se baser sur les chiffres. L'idée, ce n'est pas, on anticipe ça, mais nous, notre objectif, c'est ce sur quoi j'ai pu échanger avec Alsan. On ne va pas attendre qu'ils viennent vers nous, c'est nous-mêmes qui irons vers eux. C'est nous-mêmes qui irons vers les instances pour leur dire, on a ça sur la table, en ayant un objectif de le perfectionner chaque année. L'objectif, c'est pas de reposer sur nos lauriers. L'objectif final de ce projet-là, c'est d'avoir même des dizaines de gens qui viendront regarder les matchs avec nous pour qualifier les statistiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but que vous marquez, en fait, accidentellement, ça arrive tout souvent, on vous attribue le but. C'est comme le but que... il s'appelle quoi encore Ronaldinho, là, Marseille, Paris Saint-Germain en 2000, je sais pas. Il dribble tout le monde, il marque le but, il y a le roi qui vient de nulle part. Il a dribblé tout le monde, il vient de nulle part, il marque et il crie. Voilà, c'est moi le buteur. Voilà. Ces buts-là... et le but que le buteur a marqué en faisant un exploit, ça ne peut pas être la même chose. Donc l'idée, c'est d'aller davantage, de pousser davantage la réflexion, l'analyse, en ne se fiant pas que sur les statistiques, mais en y intégrant un regard humain pour qualifier la statistique. C'est ça l'objectif, d'améliorer le modèle pour faire en sorte que ça soit le modèle le plus objectif pour déterminer les meilleurs joueurs du monde. Kalimo Consulting Group, c'est un groupe d'entreprises. Hein? Donc, il m'en a parlé tantôt de la création de la plateforme qui va s'occuper un peu du projet. Donc, nous avons une structure de développement qui s'appelle Kalimo Connect, qui développe tout ce qui est application mobile, application web, voilà, donc, et vend des services numériques. Donc, il y a pas mal d'applications qu'on a développées déjà pour la gendarmerie nationale à travers l'archivage numérique, pour permettre aux juges d'archiver toute la documentation administrative voilà, des différents départements des structures. Donc, ça déjà avec attestation de services faits. Hein. Donc, il y a des applications médicales,
des applications dans le domaine du transport, donc là c'est Kalimo Connect. Nous avons un département de production audiovisuelle qui s'appelle Cassette Film Production. On a déjà réalisé un film, un long métrage, qui est déjà sorti sur Abidjan, donc le 14 février dernier. C'est Nanas, donc je pense que Salif a assisté à l'événement que nous avions fait le 4 avril dernier au cinéma Pathé. Voilà, donc c'est sorti également sur Canal Afrique International, donc sur 12 pays. Voilà, donc là nous sommes sur d'autres productions également au niveau de Cassette Film Production. Donc il y a Kalimo BTP également qui fait tout ce qui est construction. Bon, je sais que vous êtes des entrepreneurs, hein, même si c'est des journalistes, mais aujourd'hui tous les journalistes aujourd'hui c'est des entrepreneurs, hein, donc c'est intéressé par tout ce qui est projet immobilier, réalisation de plans, construction, terrain, en autres. Donc Kalimo c'est la bonne porte, hein, qu'il faut frapper. Donc nous accompagnons aujourd'hui les coopératives, aussi bien les coopératives d'habitat, la diaspora, voilà, les particuliers pour l'accès aux fonciers et également sur les projets de construction. Voilà, donc l'export, comme j'ai dit, c'est toujours une passion. Donc c'est ce qui nous a motivé aujourd'hui à s'acheter à ce projet-là. Donc à travers All Action, Sport Business. Voilà, je suis un vendeur, je suis commercial. Donc voici nos programmes de terrain, hein, donc que je vais après Abou va vous distribuer au déjeuner si vous avez des questions également. Donc ici, comme j'ai dit encore plus, Kalimo, c'est le choix de la confiance. Donc faites le choix de la confiance avec Kalimo Consult. Ça c'est une publicité en parenthèse. Voilà. Ah non, bon, en fait, nous organisons des voyages. Donc, il y a aussi la Cannes qui arrive. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de gens avec qui on travaille déjà sur le projet. Nous avions organisé le voyage de la Cannes à Abidjan Yamoussoukro où nous avons travaillé avec le groupe GFM, le groupe E-Media et la 2STV. Hein. Donc, c'est nous-mêmes qui avions organisé le... Malheureusement, c'est avec ces gens. Ouais, bon, on avait contacté à travers votre président Thiam, donc l'ANPS, pour accompagner tous les journalistes sportifs. Hein. Bon, mais il n'y avait que ces médias-là aujourd'hui qui avaient répondu favorable. Donc il y avait une prise en charge gratuite à 100% en contrepartie d'une visibilité promotionnelle en termes de communication. Donc on s'était occupé de tout ce qui est projet de voyage, logement, un espace salif. Hein, c'était super, je pense qu'il y a eu de bons témoignages là-dessus. Missan, bon, on s'est retrouvé là-bas aussi, on s'est connus. Bon, en tout cas, c'est à travers ce voyage vraiment où j'ai rencontré pas mal de journalistes que j'ai connus. On a partagé de bons moments, de très belles expériences. Bon, cette année, c'est à Tanger. Donc, j'étais là-bas récemment. On a déjà réservé tout ce qui est réceptif hôtelier. On est allé même jusqu'à l'hôtel où va loger les lions de la Teranga. On a visité les instances et tout. Donc, les lions. Oui. On a visité l'hôtel et tout ça. Bon, maintenant, l'objectif aujourd'hui de ces voyages-là, c'est quand on amène aussi bien les journalistes ou bien les supporters qui veulent visiter, comme qu'ils... il n'y a pas que les stades, quoi. Donc, ils vivent un voyage exceptionnel, une expérience touristique. Il y a des découvertes qui vont être faites également sur place à travers des excursions et tout ça. Donc, cette année encore, on va encore innover par rapport à l'année précédente. Donc, on invite également tous les journalistes qui souhaitent aujourd'hui se rendre à la Coupe d'Afrique au Maroc, donc de travailler avec Kalimo Consulting Group à travers sa nouvelle filiale qui s'appelle Kauren, hein, voilà, donc qui fait tout ce qui est voyage, tourisme, events et transport. Voilà, Kauren c'est un nom peul qui veut dire rencontre. Donc ce qu'ils ont en commun, le voyage c'est des rencontres, le tourisme c'est des rencontres, l'event c'est des rencontres, le transport c'est des rencontres. Donc c'est pourquoi on a lancé Kauren, donc qui est peul, qui est africain, qui est un peu international. Voilà. Donc ça c'est de la publicité, un moment de la publicité pour l'événement. En tout cas, merci à tout le monde. Voilà. Merci à moi. Peut-être si vous me permettez, il y a aussi un autre projet. Puisqu'on parle de la Cannes cette année, on travaille sur un projet qui consiste à organiser un forum économique à Casablanca. Ce sera en prélude ou bien en marche de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, encore une fois, merci d'avoir répondu à l'invitation de Eliman et pour le lancement du concept Le meilleur jour du monde.